Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette présentation du dispositif IDEMO régionalisé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis Philippe Viexorek, je dirige l'équipe innovation de Minalogic. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Charnet et Laurent Malnoé de la région qui sont porteurs de ce dispositif, qui participent à l'instruction de ce dispositif. Et puis David Cucolo de la société Blue Steam qui nous fait le plaisir de témoigner puisqu'il a été lauréat d'une précédente relève de ce dispositif. Et donc on verra avec lui qu'est-ce que ça a pu lui apporter et comment il a monté ce projet, il a monté sa demande de financement. Ce webinaire fait partie d'une suite de webinaires mensuels que Minalogic propose pour essayer de décrypter un petit peu les différentes opportunités de financement public. Le mois prochain, on parlera encore des dispositifs régionalisés région Auvergne-Rhône-Alpes avec les dispositifs transformation des PME par l'innovation et également des dispositifs de soutien aux filières. Donc un petit peu de mise en perspective. Donc vous avez certainement maintenant tous entendu parler du plan France 2030, donc qui donne une cohérence à tous les guichets de financement public. Je voulais juste remettre en perspective les grosses masses financières, le 54 milliards sur 5 ans. Et surtout, ce qui me semblait intéressant, c'est de positionner ces 54 milliards dans les dispositifs régionalisés, avec une aide de 500 millions de l'État et une enveloppe de 120 millions dans la région. Vous rappelez également que le dispositif France 2030 régionalisé en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 4 guichets. Donc aujourd'hui, on parle de l'axe 2, qui sont les projets collaboratifs IDEMO régionalisés, avec une dotation de 56 millions. La semaine prochaine, le mois prochain, le webinaire se consacrera à l'axe 1, transformation des PME par l'innovation, et l'axe 3 sur les filières. Il y a un axe qui est plus marginal dans les activités Minalogic qui concerne la formation professionnelle. Pour l'instant, on n'a pas prévu de présentation par webinaire, mais vous pouvez nous contacter si vous voulez plus d'informations, parce que c'est un guichet également qu'on connaît bien. Si on zoome un peu sur le IDEMO régionalisé, donc vous voyez là le dispositif, le type de projet attendu dans ce type de dispositif. Donc on attend principalement des projets de R&D collaboratifs. Donc c'est un consortium qui répond. Le consortium minimal doit être constitué de 2 entreprises, dont une PME ou ETI, et un ou plusieurs partenaires de recherche académique, avec un maximum de 5 partenaires. Le budget de dépenses, l'assiette de dépenses doit être comprise entre 1 à 4 millions d'euros. Et les financeurs ont souhaité rendre obligatoire le soutien d'un pôle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc comme Minalogic, mais effectivement il y en existe d'autres. Donc on reparlera après de l'accompagnement de Minalogic. Vous avez peut-être pu connaître ce dispositif dans le passé sous d'autres dénominations. Donc ça s'est appelé les projets structurants des pôles de compétitivité régionaux à une époque, et encore plus ancien, c'était le Fonds universel interministériel, le fameux FUI. Donc voilà. On reste sur des cofinancements État, région, voire collectivités territoriales. Les métropoles se positionnent. Ça reste des projets qui sont possibles en interrégionaux, c'est-à-dire avec plusieurs régions. Et vous verrez dans la partie sur les 2 précédentes relèves que c'est des choses qui se font assez couramment. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ces projets et des partenaires qui composent ces projets? Donc, on attend surtout des projets qui sont en innovation, donc qui amènent quelque chose de nouveau, qui se différencie ou qui se positionne par rapport à l'état de l'art universitaire ou académique, et qui se différencie également par rapport à leur concurrence. Et choses nouvelles par rapport à ce que vous avez pu connaître dans le passé, qui ne portent pas de préjudice environnementaux. Donc, il s'agit de montrer ça également dans votre demande de financement. On attend des projets qui présentent un modèle économique crédible et robuste
pour effectivement, l'appel à l'aide publique sert à lancer le projet pour qu'ensuite l'entreprise ou les entreprises puissent développer leur business et voler de leurs propres ailes. On vérifie également que tous les partenaires ont une capacité financière en adéquation avec le fait de mener un projet de cette ampleur-là. Et on mesure également les retombées en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de positionnement des acteurs à l'international. Et comme c'est des projets de consortia, le côté partage de la propriété intellectuelle pendant le projet et à l'issue du projet demande une attention particulière et doit être clairement définie dès le dépôt du projet. D'un point de vue dépenses éligibles, donc vous voyez le régime européen qui régit ça, hein, donc c'est du classique recherche et développement et innovation. Donc ça couvre principalement des frais de personnel qui sont majorés de 20% de frais généraux. Les frais de personnel, ça peut être effectivement les ingénieurs et chefs de projet qui vont contribuer directement au développement du produit ou du service, mais également certains frais de marketing ou de positionnement stratégique du produit. Par contre, sont exclus les frais liés à la vente et à la promotion du produit. Par contre, l'activité de product marketing, une partie peut être prise en compte dans ces projets-là. Sont évidemment inclus dans les assiettes de dépenses les achats de matériel, d'instruments, etc., ou éventuellement pour des achats plus conséquents, leur amortissement. Il est possible aussi de mettre des coûts de sous-traitance dans des montants, enfin dans des proportions raisonnables, on va dire, qui sont jugées autour de 20-30%. Et puis effectivement, les achats de consommables sont également éligibles. Il convient de bien détailler ces choses-là, mais ça on vous le redira dans l'accompagnement que Minologique vous proposera dans votre demande de financement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à l'assiette sur laquelle vous sollicitez l'aide publique. D'un point de vue calendrier, alors ça c'est le calendrier typique d'un projet, hein, donc vous travaillerez en amont au montage et à l'identification de vos partenaires, à la rédaction du dossier. Vous déposerez ça sur la plateforme Région, le portail des aides. C'est également là que le soutien de Minologique ou d'un autre pôle interviendra. Donc c'est au moment du dépôt que notre soutien se matérialisera sous forme d'une lettre de labellisation que nous déposerons ou que vous déposerez sur la plateforme. S'en suivra une période d'instruction d'environ 6 mois, une première phase d'éligibilité pour voir que le projet rentre dans le cahier des charges de l'IDEMO Région, une phase d'audition que les financeurs convoqueront les partenaires du projet, enfin le consortium, pour lever les doutes qui auront pu survenir à la lecture du document de demande d'aide, puis une instruction à plus approfondie, une validation et une contractualisation. Il est possible que le projet ne passe pas toutes les phases, forcément. Les projets qui ne sont pas éligibles seront immédiatement notifiés de leur inéligibilité. De même que les projets qui ne convainquent pas après l'audition, il y aura une notification rapidement après l'audition. Et effectivement, la notification finale interviendra après validation et ensuite la contractualisation. Ce qui veut dire que même si c'est très anxiogène, et je pense qu'on en est tous conscients, que ce soit les financeurs ou les pôles, le moins vous avez de nouvelles, le mieux c'est, quelque part. Donc voilà. Quelques chiffres sur il y a eu 2 relèves d'IDEMO jusqu'à présent. Donc de mémoire, c'était je crois sur fin 2022 et courant 2023. Donc voilà les projets qui ont été lauréats. Donc vous voyez que ça touche plusieurs secteurs. Tous ces projets à cette relève-là ont été faits en régional. Donc il n'y a pas eu d'autres régions sollicitées pour le cofinancement. On reparlera du projet Soften puisque c'est effectivement le projet de BlueSim, donc on verra plus en détail. Donc voilà, donc 7 projets lauréats,
De mémoire, il y en a 2 qui ont été soutenus par Minalogic. Et le reste a été soutenu. Je ne sais plus par quels autres pôles ont été soutenus les autres projets. Donc les 2 Minalogic, c'est Glacier et Softem. Sur la deuxième relève, dont on connaît les résultats assez récemment, donc regain d'intérêt pour les projets interrégionaux, hein, puisqu'il y a 4 projets interrégionaux sur les 11 financés. Donc pareil, plusieurs secteurs touchés par le guichet. Pour ce qui concerne Minalogic, on a accompagné 3 projets, donc Green AI, CEPO 450 et Cassiope 2. Donc voilà, donc sur les 18 lauréats, Minalogic, on a fait un petit tiers, on va dire, dans le paysage des pôles régionaux. Quelques points de vigilance qui sont mis en avant par les financeurs qui instruisent le dossier. Donc, vérifiez bien que votre dossier est complet, sinon vous ne passerez pas la toute première phase. Donc voilà, le label d'un pôle d'au moins un pôle est obligatoire, sinon votre dossier sera jugé inéligible. Le consortium doit être composé d'au moins 2 entreprises, dont une PME ou ETI, plus un organisme de recherche. Un maximum de 5 partenaires. Bon, les assiettes, on en a reparlé. Il y a quelques petites subtilités alors dont on va reparler, dont on parlera probablement. C'est un peu le métier du pôle de vérifier ces choses-là, en plus d'améliorer la qualité de votre dossier. Il ne faut pas qu'un partenaire représente plus de 70% de l'assiette de dépenses. Il ne faut pas qu'on ait des partenaires qui soient moins de 10% ou moins de 100 000 euros de l'assiette de dépenses. Que la part de sous-traitance n'excède pas, comme je vous le disais, un tiers du programme, enfin 30% du programme, et que la part laboratoire de recherche ne représente pas non plus de 30% du programme. Dans tous les cas, il faut qu'il n'y ait aucun partenaire qui soit réputé en difficulté. Donc pour ça, il y a une grille de BPI qu'on vous transmettra qui se base sur le bilan précédent de l'entreprise. Alors c'est très, pour les entreprises en général, les labos n'ont pas ce souci-là. Et puis également le côté situation financière saine, ça présuppose que les entreprises ont suffisamment de fonds propres pour mener à bien le projet. L'idée, c'est de se dire, sur un projet d'assiette de dépenses de 100, l'aide publique va être autour de 50, et donc il faut que vous ayez les capacités financières pour financer les 50 qui restent, de manière très très schématique. Je vous remets les critères de sélection. Je vais pas forcément les détailler, parce que d'une part, c'est très courant dans ce type de projet. Donc, il y a encore une fois une excellence technique ou scientifique. Il doit y avoir un impact en termes de retombées. On doit mesurer également l'impact des retombées écologiques pour vérifier qu'elles ne dégradent pas la situation plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis après, il y a une partie capacité du consortium et des acteurs au niveau de leur expertise, de complémentarité, valeur ajoutée de la collaboration. J'ai déjà parlé de la propriété intellectuelle, c'est un point très important. Et fait très important aussi, notamment pour la région et pour l'État, on veut que le projet s'inscrive dans la stratégie de l'État et de la région. Donc il y a 13 secteurs clés de la région, donc c'est des choses à travailler et à mettre en avant lors de la demande de subvention, enfin d'aide. La prochaine relève est le 24 avril 2024. Vous pouvez trouver toutes les infos effectivement sur le portail de la région, y compris le cahier des charges que je vous recommande de relire. Il y aura 3 autres relèves après celle du 24 avril. En gros, c'est tous les fins avril et tous les fins octobre jusqu'à 2025. Ça ne veut pas nécessairement dire que le programme s'arrêtera après 2025, ça veut juste dire qu'il a été planifié jusque-là. Sachant qu'il faut juste être conscient que les financeurs ont attribué un budget, et ce budget forcément est consommé au fil du temps. Donc le plus on se rapproche de la dernière relève, il est possible qu'il y ait moins de budget disponible, le plus on se rapproche d'octobre 2025.
La région, alors le cahier des charges, encore une fois, est sur le site que je vous ai mentionné avant. Il y a une adresse générique chez BPI France. BPI France, c'est l'opérateur pour le compte de l'État et de la région sur ces appels à projets. Il y a une adresse générique auquel vous pouvez poser toutes vos questions qui répond plutôt rapidement. Donc voilà, vous pouvez également vous tourner vers un pôle comme Minalogic pour poser vos questions. Je dirais qu'on a réponse aux questions les plus courantes. Après, quand ça devient très 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 spécifique, effectivement, le plus simple, c'est de parler directement avec BPI. Je prendrai des questions. Oui, effectivement, il y a une question sur la propriété intellectuelle. Je vous propose d'y répondre à la fin. Je vais vous parler plutôt de l'accompagnement que Minalogic propose. Donc, c'est un accompagnement qui est assez générique et qui ne s'applique pas forcément qu'à IDEMO Région, mais c'est peut-être bien que vous l'ayez en tête. Il se décline en 5 étapes. Les 2 premières, vous êtes moins actif et vous êtes plus spectateur. Donc, Minalogic fait une veille permanente de tous les appels à projets qui sortent, et il y en a quelques-uns. On les cartographie, on communique, donc c'est la phase 2. On essaie de vous donner l'information et ces webinaires en font partie pour essayer de vous décrypter ces appels à projets. En général, c'est quelques mois avant le dépôt. Ça peut prendre la forme de... Ça apparaît dans nos newsletters, sur notre site web et puis dans ces webinaires. Sur certains appels à projets qui sont très spécifiques, on va également cibler certaines entreprises en leur disant ça peut vous intéresser parce qu'il y a des appels à projets très thématisés. Alors là, l'IDEMO, on est sur quelque chose où il n'y a pas de thématique, donc on ne fait pas forcément de ciblage. Mais voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de vous aider à identifier les appels à projets qui pourraient vous concerner, vous intéresser. La troisième phase est la plus importante et c'est là où je vais en parler un peu plus en détail dans les slides qui suivent. On accompagne les entreprises, on vous accompagne, les entreprises et les labos, à assembler votre demande d'aide. Donc, la première chose, c'est effectivement de se rencontrer pour qu'on comprenne un peu ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez faire. Parfois, il peut vous manquer des partenaires, donc on peut vous aider à identifier certaines entreprises ou certains laboratoires qui pourraient compléter votre consortium. On vous proposera des échanges périodiques pendant toute la phase de montage si vous en ressentez le besoin. Et surtout, on va avoir quelques échanges pour revoir les documents que vous déposerez auprès des financeurs afin qu'on puisse vous conseiller sur comment les améliorer pour maximiser vos chances de succès. Une fois la phase d'accompagnement terminée, on rentrera dans une phase de soutien où effectivement on produira une lettre de labellisation et on aura également quelques échanges. Alors l'audition du porteur, en fait, elle est à mi-chemin entre l'accompagnement et le soutien. En fait, l'audition nous permettra de décider ou pas si on labellise le projet. Donc les 2 phases, effectivement, sont une petite part de recouvrement. Après le soutien, vous aurez déposé votre dossier. Il est possible que les financeurs vous proposent une audition, vous convoquent à une audition. On vous proposera une préparation à cette audition qui est facultative. Mais comme on a vu quelques projets et parfois, enfin, on assiste aux auditions en silencieux. C'est effectivement, on est là plus à vos côtés et on nous répond aux questions que si on nous pose des questions. Et du coup, on en a vu quelques-unes des auditions et voilà, on essaie de maximiser l'information dont on sait que les financeurs ont besoin pour effectivement que cette heure d'audition soit la plus prolifique possible. Une fois le projet financé, on vous proposera d'assister aux réunions de lancement, de suivi et de clôture du projet pour être à vos côtés dans la discussion avec les financeurs, parce qu'un projet se déroule comme il était prévu, mais parfois il y a peut-être quelques petits changements de date, de difficultés de recrutement, etc. Donc on sera à vos côtés sur ces choses-là. Et puis à la fin du projet, on mettra en avant les retombées du projet. D'une part pour essayer de pérenniser ces dispositifs et montrer aux financeurs publics tout l'intérêt de ces dispositifs-là, et puis également pour tout simplement que les retombées du projet soient
soit publié, que ça vous génère, que ça puisse vous donner un peu de visibilité, un peu de business. Pendant toute la durée du projet, on pourrait être votre interface avec les financeurs publics, déjà parce qu'on se connaît bien, à la fois les entreprises, les labos et les financeurs publics. Et parfois, on peut vous décrypter certaines choses. Voilà, ça fait 12 ans que je suis dans le pôle. Hein, les relations se passent très, très, très bien et plutôt dans la confiance, même dans les cas assez durs. Mais voilà, on peut jouer cette interface aussi. Alors, pourquoi un label? Donc, effectivement, sur certains guichets de financement, il est obligatoire. Donc, c'est le cas sur IDEMO Région. Le label projet Minologique, on le veut différenciant. On ne le donne pas à tous les projets qu'il demande. Donc, effectivement, c'est un plus d'avoir ce label. Il augmente clairement vos chances de financement dans des projets. Il améliore forcément votre crédibilité et la crédibilité du projet. On voit de moins en moins, les financeurs ont abandonné le côté bonus financier si vous avez un label ou pas, par rapport à ne pas l'avoir. Aujourd'hui, effectivement, leur préférence va plutôt sur le rang obligatoire. Voilà. Notre label, comme je vous le disais, il est sélectif. Il reprend les critères de sélection des appels à projets que j'ai résumés là en disant il faut que les projets aient une innovation, une différenciation. On va mesurer les moyens par rapport aux objectifs et également, on n'a plus de projets aujourd'hui sans retombées économiques. L'instruction est faite par des experts, donc on est dans mon équipe une petite dizaine, on doit être 7 ou 8. Chacun a son expertise technique. Donc voilà, il y a les directeurs techniques qui vont, vous aurez l'une de ces personnes-là qui va prendre le pilotage de l'instruction du projet, qui s'appuiera sur les autres pour balayer effectivement tous les aspects techniques du dossier. On s'appuie également sur des experts externes dont vous aurez le droit, qui sont forcément sous accord de confidentialité, et dont vous aurez la liste et vous aurez le droit de récuser ceux que vous pensez pas être bienveillants dans l'instruction qu'ils pourraient faire de votre dossier. Le label, effectivement, est reconnu, j'en ai déjà parlé. La dernière partie, là, le côté bienveillance, c'est vraiment une des marques de fabrique. On va peut-être pas se dire que des choses sympathiques, parce que c'est toujours difficile de vous dire que là, vous avez travaillé 1 ou 2 mois sur le dossier et nous, on n'a juste rien compris. Faut pas le prendre mal, hein, faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est que si nous, on n'a pas compris, les financeurs vont pas comprendre non plus et votre dossier sera pas financé. Donc, on est beaucoup dans le dialogue. On échangera autant que nécessaire pour amener le dossier au bon niveau. J'ai coutume de dire, et ça fera sourire mes collègues qui sont dans le webinaire, j'ai vu très, très, très peu de mauvais dossiers. Par contre, j'ai vu beaucoup, beaucoup de dossiers mal expliqués. Et donc, notre valeur ajoutée, elle est là. Même si on a l'expertise, comme on connaît également les attentes des financeurs, notre valeur, elle est là, c'est de rendre accessible ce que vous faites et intelligible pour un financeur pour lui donner envie de financer le projet. Cette slide-là synthétise ou illustre le parcours. Hein. Donc, vous avez commencé, le porteur de projet et le petit bonhomme en bleu, qui va commencer par identifier à quel appel à projet il veut répondre et avec quel partenaire. On va avoir toute une phase que j'ai appelée accompagnement juste avant, donc revue commentée du dossier avant d'amener la labellisation. Il y aura un dépôt auprès du financeur. Et si le financeur retient le projet pour audition, on vous proposera une préparation, une audition, l'instruction approfondie par les financeurs et enfin le conventionnement et donc du coup l'exécution du projet. Minologique sera présent à vos côtés pendant toutes ces phases-là et effectivement, on ne se contente pas juste d'amener un label à un instant T, mais on essaye d'être avec vous pendant toute la durée. L'engagement que vous prenez, donc j'ai repris les 5 phases, donc j'ai différencié les adhérents des non-adhérents. Donc la partie information, identification est plutôt réservée aux entreprises et aux laboratoires qui sont adhérents. On peut accompagner des entreprises ou des labos non-adhérents pendant le montage du projet. Et l'engagement que vous prenez, alors c'est le porteur qui le porte pour le consortium.
on facturera des success fees, en bon français, si le projet est financé, qui dépendent du guichet, parce qu'il y a des guichets qui sont plus ou moins gros. Donc en ce qui concerne un IDEMO régionalisé, on est sur des frais de 6 000 € pour les adhérents et 12 000 pour les non-adhérents. Et effectivement, on ne peut pas forcément faire le suivi d'un non-adhérent parce qu'on ne connaît pas l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt un service qui est réservé aux adhérents. Je ne pouvais pas parler de IDEMO régionalisé sans parler d'IDEMO. Donc IDEMO, c'est le grand frère d'IDEMO régionalisé. Donc c'est un pur financement d'État. Je vous ai mis là les deux caractéristiques principales, les deux principales différences. Le IDEMO régionalisé est multipartenaire, donc ça c'est un consortium. Le IDEMO national peut être monopartenaire ou consortium. Et l'autre différence, c'est que l'assiette de dépenses d'un IDEMO régionalisé étant de 1 à 4 millions, les IDEMO, qu'ils soient monopartenaires ou multipartenaires, doivent avoir une assiette de dépenses supérieure à 4 millions. Je vous ai mis les prochaines dates de dépôt. Donc, encore une fois, 24 avril, 29 octobre, 28 avril 2025 pour les IDEMO régionalisés. Les IDEMO, pour l'instant, il n'y a que 2 relèves encore prévues, une fin mai et une mi-juillet de cette année. Je vous ai également mis des informations de rétro-planning. Donc, on labellisera les dossiers quelques jours avant leur date de dépôt. On a prévu nos dates d'audition, donc d'échange avant la labellisation, suffisamment à l'avance pour vous permettre effectivement d'intégrer nos commentaires et d'améliorer votre dossier. Et la date importante que vous gardiez en tête, c'est que on espère recevoir les dossiers à peu près 1 mois avant leur date de dépôt, ce qui nous permet de les travailler suffisamment en amont pour que effectivement faire en sorte qu'ils soient en état finançable. J'ai mis après, mais je vais vraiment pas rentrer dans le détail. C'est une petite fiche, enfin c'est 2 petites fiches récapitulatives des 2 guichets, où vous verrez les assiettes, les TRL, le taux d'aide, etc. Donc j'ai mis IDEMO régionalisé. Vous avez le lien vers le cahier des charges en bas également. Et pareil sur le IDEMO, je vais pas trop m'étendre dessus, parce que je pense qu'on manquera de temps sinon. Donc voilà. Peut-être David, si tu veux rallumer ta caméra pour pouvoir témoigner un peu de ton expérience, enfin de l'expérience de BlueSim dans. Donc bonjour, merci d'être présent. Bonjour à tous. Peut-être tu veux dire 2 mots juste pour te présenter avant qu'on attaque la discussion. Alors très bien, je suis David Cucolo, donc je suis le fondateur et dirigeant d'une petite société qui s'appelle BlueSim, qui fait du traitement d'images et de l'intelligence artificielle. Accessoirement, je le précise parce que quelques-unes de mes remarques pourront être marquées par ça. J'accompagne aussi une vingtaine de startups sur leur dimension financière. Merci beaucoup. Peut-être parler un petit peu de BlueSim. Donc BlueSim, qu'est-ce que c'est? Quel type de produit? Quel type de client? D'accord. J'en dirai un peu plus sur le produit lui-même dans le slide suivant, puisqu'il est intégré dans le projet que l'on a proposé. L'équipe, elle est petite, comme je le disais à l'époque de la présentation, puisque ces transparences sont extraits de la présentation. On était une équipe de 9 personnes qui travaille depuis 2015 avec son domaine d'activité. On est centré sur un domaine d'activité qui est l'activité de loisirs en montagne et principalement dans les stations de ski. C'est une équipe qui est petite, mais qui est faite avec majoritairement des scientifiques, docteurs et ingénieurs en traitement d'image et en intelligence artificielle, ou plus généralement en informatique. Un responsable commercial, si je peux en témoigner, c'est une pièce importante, même dans le cadre du projet. Et puis moi-même qui dirige et qui a donc une expérience diverse et variée, et notamment aussi avec quelques connaissances en finance. Donc notre projet, on l'a fait initialement pour faire un produit qui nous donnerait la légitimité dans notre secteur d'activité. On n'accède pas si facilement que ça aux stations de ski. Donc on voulait faire quelque chose de simple en résultat, même si c'est complexe à faire. Et j'en parlerai un peu plus tard, parce qu'il s'inscrit vous verrez, dans ce que l'on fait. Effectivement, notre rôle dans le projet, c'est d'avoir proposé le projet, senti le besoin,
mis une forme de... On a rapproché le besoin et la solution. Et aussi, on est porteur de projet, on a une expérience, on a eu un FUI avant, ça s'était assez bien passé. On avait mis quelques outils collaboratifs en place. Donc, mon témoignage là, c'est de dire que ce que vous faites durant un durant un projet, vous sert après pour l'obtention d'un autre projet si ça s'est bien passé. Juste peut-être, David, je pense pas que tu aies parlé de tes clients. Alors, ou mes du clients sont... produit. Merci. Oui, ce sont des stations de ski. Donc, aujourd'hui, on a environ 70 stations de ski clientes, majoritairement en France, mais aussi un peu partout dans le monde. On commence à aller vers le Canada, vers la Nouvelle-Zélande, vers l'Europe du Nord, Italie, enfin bref, un peu partout maintenant. On a installé environ 200 de nos systèmes que je vous présenterai plus tard. En fait, c'était pour la belle Notre chiffre image qu'on d'affaires a peut-être. sur la partie Notre chiffre droite. d'affaires. Pardon, vas-y. Non, je disais, c'était la belle image qu'on a à droite, donc il fallait quand même la commenter. Le fait qu'on est basé à Grenoble, tu veux dire? Oui, les stations de ski. Ouais. Peut-être on peut parler un peu plus en détail du projet, ça expliquera aussi le produit de C'est ça. BlueSim. Donc aujourd'hui, notre produit, il est situé sur la partie, la flèche bleue, donc sur ce que l'on appelle chez nous les flux montants. Ça répond à une problématique de l'exploitant qui est que c'est un transport public sur lequel on décolle avant d'avoir attaché sa ceinture de sécurité, c'est-à-dire le garde-corps. Et donc, ça met une situation de stress et de danger spécifique. Et l'exploitant doit avoir la certitude que son passager a embarqué en toute sécurité et donc il a bien fermé son garde-corps. Donc, on a mis une caméra à peu près au premier pylône, c'est pas exactement là, mais c'est à peu près ça. Et on observe la scène et on est capable de vérifier en temps réel si le garde-corps est bien fermé. Et plus loin, on a développé d'autres fonctionnalités comme de compter les gens, les dénombrer entre les enfants et les adultes ou les personnes à mobilité réduite. Et dès lors, on est capable d'avoir une représentation de toute la ligne de façon continue, et ce qui apporte un service supplémentaire à l'exploitant dans la mesure où il a une connaissance parfaite de l'occupation de sa remontée mécanique au moment où il doit éventuellement faire une évacuation. Et donc, ça permet de dimensionner dans une proportion moindre ces équipes prévues pour ça, s'il sait exactement où aller débarquer les personnes. Donc, à partir de ce produit existant qui aujourd'hui nous génère un chiffre d'affaires aux alentours aujourd'hui de 1 million d'euros, on a voulu apporter d'autres briques à notre solution afin de donner un service complémentaire. Je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais ce que l'on essaye de faire, c'est d'apporter des solutions clés en main à nos clients qui attendent ça. Ils n'attendent pas des technologies. Donc, on a pensé à une autre problématique qui est la consommation des remontées mécaniques, qui est assez importante et qui est un poste de dépense conséquent. C'est le deuxième en réalité, après la masse salariale dans les stations de ski. Donc, on a imaginé l'ensemble des flux qu'il fallait connaître pour pouvoir avoir une action sur la vitesse de la remontée mécanique. Donc, notre objet dans ce projet, c'est de pouvoir gérer la vitesse de la remontée mécanique pour la minimiser à tout moment, mais à une condition, c'est qu'on ne nuise pas à la satisfaction du client. Les clients payent un forfait de plus en plus cher et ne supportent pas d'attendre sans comprendre devant la remontée mécanique. Donc, la première chose que l'on prévoit, c'est de mettre une analyse assez précise et assez spécifique de la file d'attente pour en vérifier la dynamique, la constitution et éventuellement la satisfaction en observant les gens et en voyant leur comportement. L'autre enjeu du projet, c'est de pouvoir regarder les flux descendants donc sur les pistes et donc de pouvoir disposer des capteurs d'information, des caméras autonomes en énergie et en communication, permettant aussi d'avoir cette information de façon continue. Et aussi d'avoir cette information sur des points particuliers qui sont des border cross ou d'autres endroits où le client s'arrête. Accessoirement, nos clients aimeraient savoir si ces lieux d'animation sont bien occupés lors de leur expérience client. Donc, une fois qu'on a capté toutes ces données, eh bien, on fait
plusieurs choses. On optimise au niveau de la remontée mécanique d'une part et aussi au niveau du domaine skiable, c'est-à-dire en prenant en compte les interactions entre les différentes remontées mécaniques, pour pouvoir un modèle qui nous permet de savoir à tout moment, en fonction de qui sont les skieurs, c'est-à-dire qu'on aura analysé préalablement par des enquêtes de satisfaction comment se comportent les skieurs et quel va être leur trajet. On va pouvoir finalement anticiper leur trajet et anticiper la formation des files d'attente. Et donc, on va faire évoluer la vitesse des remontées mécaniques pour que, de façon douce, on n'ait jamais ce phénomène d'avoir des accumulations de skieurs à des endroits qui pourraient créer une insatisfaction. On a aussi prévu de pouvoir se connecter en termes de périphérique sur les différents panneaux d'information pour que le skieur devienne aussi acteur de la régulation et puisse s'orienter comme on l'imagine, facile à faire un peu déjà, sauf que là, on le fait de façon prédictive. C'est-à-dire qu'avec toutes ces informations, on pourra avoir un pas d'information à immédiatement 5 minutes, 15 minutes, voire plus. Donc finalement, on crée une forme de jumeau numérique et on est capable de comprendre les anticipations et de pouvoir faire réagir les remontées mécaniques de façon douce et donc sans à-coups. Il existe déjà des systèmes proposés par nos concurrents ou autres partenaires, mais qui ne sont pas prédictifs et qui finalement aboutissent à une situation complètement contraire à ce que on voudrait, c'est-à-dire qu'elle réagisse seulement sur la formation de la file d'attente, qui, si elle se fait de façon erratique, fait des à-coups sur la remontée mécanique, augmente la consommation d'énergie, voire nuit à la qualité des freins de la remontée mécanique, parce que c'est un transport et ça a des freins. Voilà, donc c'est cet ensemble-là qui constitue notre solution. Solution qui a été proposée pour avoir quel objectif à la fin? C'est d'avoir en fait une économie d'énergie. Ce que l'on promet, notre promesse, c'est de faire un gain de 20% de l'énergie consommée. Donc si on met cette économie, si on faisait toutes les stations de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient équipées par ces technologies-là, on aurait un gain uniquement pour la région Rhône-Alpes de 10 millions d'euros d'économie d'énergie et son équivalent en consommation d'énergie. Vous voyez que je fais bien attention à ne pas dire qu'on fait un gain écologique, puisque notre énergie étant quand même assez décarbonée, le gain économique, c'est qu'on libère de la tranche de centrales nucléaires à peu près 3/4, et donc des consommateurs d'énergie moins propres pourront utiliser ces tranches-là. C'est ça notre gain au niveau écologique, donc ce n'est pas un gain majeur, même s'il y a effectivement un gain réel. Le gain, là, il est vraiment économique et le payback du projet est assez évident. On a un projet qui a un coût total de 3 millions d'euros environ. Le total du financement, c'était 2 millions d'euros environ. Donc, vous voyez que le taux de financement est plutôt bon, même s'il y en a une partie qui est en avance remboursable. Mais tout de même, c'est une vraie aide. Et ça nous a permis de construire un vrai projet. J'ai envie de vous dire, vous voyez les partenaires qui sont engagés, donc BlueSim en tant que porteur de projet, 2 labos très choisis pour leurs compétences, le laboratoire GESCOP pour sa capacité à gérer les questions de l'énergie, et le laboratoire Hubert Curien qui apparaît là en tant que sous-traitant, mais au niveau du projet, ça ne change absolument rien, qui est spécialisé dans l'apprentissage profond. Et on a 2 clients, le domaine skiable de Valmorel, parce qu'on veut expérimenter notre solution pour la rendre réelle et qu'à l'issue du projet, c'est-à-dire quelque part aux alentours de 2026-2027, que l'on puisse avoir un produit vendable tout de suite. Et le groupe Sofival, c'est un groupe qui possède plusieurs stations de ski et qui a une dimension analyse juridique qui nous permet de pouvoir comprendre comment on va pouvoir diffuser notre produit. C'est déjà cette façon de faire, c'est-à-dire d'intégrer notre client dans le projet qu'on avait fait dans notre précédent projet, et ça avait été gagnant. Donc on répète une idée qu'on a déjà tenue. Je voudrais vous dire une chose, mais là presque plus en tant que DAF que de porteur de projet ici, c'est que
notre projet, il est tout à fait synchronisé sur notre activité de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'efforts particuliers pour faire un projet qu'on ne fait pas habituellement. Donc, il est vraiment adapté à notre roadmap. Alors, je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais pour gérer plusieurs startups, je sais que quelquefois, c'est un peu difficile à faire. Donc, quand on veut, profiter d'un avantage économique complet, c'est bien d'être dans cette situation-là. Et alors, en tant que porteur de projet, je dirais que j'ai fait l'expérience, grâce aussi à la présence de mon directeur commercial et marketing, d'un travail profond et anticipé d'aller voir quelles sont les attentes des financeurs que l'on a considérés comme des partenaires. Je pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment. Et on est allé comprendre quels étaient leurs attendus en tant qu'organe de la société. Et on a adapté un projet complètement à ça. Donc, la question, c'était pas de savoir si le projet était intéressant pour nous, c'était de savoir si on savait le faire. Parce qu'en termes de retombées, on était complètement aligné avec la charte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça, on l'a bien senti dans les relations que l'on a menées, parce qu'on est allé à différents endroits pour rencontrer les bonnes personnes de la région Rhône-Alpes, pour leur faire savoir notre projet, et aussi en recueillir leur avis dessus. Donc, c'est un travail aussi à faire. Pardon. Merci beaucoup, David. Je suis désolé, je vois l'heure qui tourne, puis j'aimerais bien qu'on passe un peu de temps sur les questions. On a choisi le projet Soften en témoignage parce que effectivement le projet est beau et l'entreprise aussi, mais également l'approche qui a été retenue pour monter le projet et puis même son consortium. Ça peut répondre à beaucoup des questions que vous vous posez en tant que futur porteur de projet. Vous voyez qu'aujourd'hui, Bluesim est sur le consortium minimal, hein, 2 entreprises, un labo. Clairement, Bluesim porte la solution, le labo, je fais à la hache, hein, mais le labo amène les technos et il y a un client, donc le DSV, qui va expérimenter tout ça. Et également, ce qui est intéressant, c'est de voir que même un laboratoire peut être pris en sous-traitant, voire un autre client. Donc voilà. Juste pour l'amusement, quand on a instruit le dossier et que David nous parlait de ralentir les remontées mécaniques, ça faisait pas sourire tous les gens qui sont utilisateurs de ces choses-là en se disant mais je vais perdre mon temps sur la remontée. Donc j'avais 2 commentaires là-dessus, c'est que déjà c'est imperceptible et vaut peut-être mieux, on est peut-être plus confortable sur la remontée qu'à faire une demi-heure de queue en bas où on s'énerve et on se bat parce que les gens nous piétinent les skis. C'était plus pour le fun. Je te remercie beaucoup, David. Reste avec nous pour éventuellement partager ton expérience. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Donc, Laurent, Florence, si vous voulez me rejoindre ou nous rejoindre. Donc, on a quelques questions déjà dans le chat. La première concerne l'amortissement des logiciels. Donc, il y a des coûts d'achat ou d'acquisition de logiciels qui sont assez colossaux. Est-ce que ça rentre dans l'assiette de dépenses éligibles ? Alors, oui, ça rentre dans l'assiette de dépenses éligibles. Ce qu'il faut, c'est que sur le volet IDEMO régionalisé, ce sont tous les dépenses liées à votre projet de R&D. Donc, si dans le cadre de ce projet, vous avez besoin d'un logiciel spécifique, ça peut rentrer en compte dans les dépenses éligibles. Et je rebondis sur la deuxième question qui était sur la propriété intellectuelle. Donc là encore, si ça rentre dans le cadre du projet, de la démarche projet que vous avez, ça peut rentrer en compte dans les coûts éligibles. Alors il faudra bien sûr l'argumenter et le justifier. Merci beaucoup, Florence. La question d'après concernait un projet de projet, on va dire, avec un porteur qui a plusieurs partenaires qui sont pas forcément membres de Minergie, qui est pas forcément basé dans la région. Donc sur le côté adhérent, Minalogique ou pas, on instruira les projets dans la partie accompagnement et soutien de la même façon, que vous soyez adhérent ou pas. La différenciation se fera dans le paiement effectivement des success fees si le projet devait être financé et surtout dans la partie suivi où un non-adhérent, je parle du porteur, bénéficiera de moins de suivi qu'un adhérent. Les partenaires du projet n'ont pas forcément besoin d'être adhérents à Minalogique.
même si effectivement on le souhaite vivement, qu'ils soient en région ou pas, tout simplement parce qu'on les connaîtra mieux et on pourra mieux suivre notre activité, voire les intégrer dans des projets à venir. Et enfin, sur la partie interrégionale d'un IDEMO région, l'outil est fait pour ça. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre sur un projet commun à la fois l'État et les différentes régions pour cofinancer un projet. Donc, la question était, est-ce que le IDEMO régionalisé est un bon véhicule de financement pour ça? Je vais même plus loin et je parle sous le contrôle de Laurent et de Florence, évidemment. Je pense que c'est le seul guichet aujourd'hui qui sait faire ça. Alors, effectivement, si vous avez des partenaires qui sont en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a pas de souci, vous pouvez effectivement mobiliser le IDEMO. Je dirais, faites attention à bien respecter du coup les cahiers des charges des différentes régions, puisque là, Philippe a déroulé le cahier des charges Auvergne-Rhône-Alpes. On a une trame nationale et chaque région vient pluguer quelques spécificités en fonction de son territoire et des caractéristiques des entreprises qui sont implantées. Donc, veillez bien à la cohérence des différents cahiers des charges si vous mobilisez des partenaires de différentes régions. Mais je rejoins Philippe, c'est effectivement un des seuls dispositifs qui va vous permettre de mobiliser sur de la R&D des partenaires de différents territoires. Oui, effectivement, merci Florence, c'est un point que j'avais complètement zappé. Le IDEMO région est décliné dans chaque région. Donc, il peut y avoir des petites subtilités que forcément, habitant Auvergne-Rhône-Alpes, on ne connaîtra pas les subtilités d'Occitanie ou de Île-de-France. Donc, effectivement, c'est un point d'attention. Regardez bien tous les cahiers des charges des régions où vous voulez être positionné. Il y a une question, pareil, peut-être pour Florence. Est-ce qu'un partenaire peut prendre en compte dans son budget des dépenses de salariés de sa maison mère basée en région parisienne? Et même question avec une maison mère qui serait ailleurs en Europe, là en l'occurrence en Espagne. Alors, il faudra regarder sur le montage spécifique. C'est pas exclu. Après, il faut que ce puisse être justifié et argumenté dans le dossier. Alors, je parle pour des coûts d'une structure qui sont en France. J'avoue qu'une structure qui est en dehors du territoire français, on n'a pas eu encore le cas. Je ne sais pas si ça peut fonctionner. À voir au cas par cas. Donc, à ce moment-là, si vous avancez dans le cadre du projet, rapprochez-vous de Minalogic et justement, eux se feront le relais auprès des financeurs aussi pour pouvoir justement lever ces verrous qui peuvent être bloquants sur le dépôt des dossiers. Donc appuyez-vous bien sur ces compétences. Dans le passé, donc je parle des PSPC régions ou des FUI, les financeurs publics ne prenaient en compte que le lieu où étaient réalisés les travaux de R&D. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et oui, effectivement, la région avait tendance à ne financer que des travaux qui étaient sur son territoire, et l'État ne finançait que des travaux qui étaient sur le territoire français. Voilà, donc il faut voir le montage en fait du projet. C'est pour ça que c'est pas exclu qu'on puisse prendre des coûts d'une maison mère hors Auvergne-Rhône-Alpes. Cela va dépendre du montage en fait du projet, si c'est un interrégion ou pas. Il faut voir, il faut affiner un petit peu, quoi. On a une autre question intéressante sur le fait de pouvoir avoir des partenaires d'un même groupe. Donc j'imagine que c'est plus ou moins des relations de filiales ou d'actionnariat. Donc c'est possible, mais en général, ces partenaires-là sont regroupés sous le même sous le même partenaire quelque part. Oui, parce que du coup, le nombre de partenaires, 5, c'est assez limitant pour Exactement. certains projets. Donc, parfois, quand il y a plusieurs filiales, entre guillemets, il n'y en a qu'une qui porte et ça fait finalement qu'un seul partenaire au sein du consortium. Et à l'inverse, vous pourriez imaginer d'avoir un consortium avec deux filiales, enfin votre groupe plus sa filiale plus un labo. Ça constitue pas un consortium éligible puisque
le groupe et sa filiale, ce sera considéré comme un et un seul partenaire. C'est ça. Ça peut être problématique également pour des pour des startups ou des PME qui se trouvent avoir un actionnaire plus gros, où ça peut poser deux problèmes. C'est effectivement le groupe et sa filiale ne pourront pas être seront considérés comme un même partenaire. Et en général, le taux de subvention, le taux d'aide est fonction de la taille de l'entreprise. Et donc, si votre actionnariat inclut quelques grands groupes, vous serez peut-être mis en taux grand groupe, même si la structure est plus de l'ordre de la PME. Donc voilà, donc pareil, à travailler dans l'instruction, dans la pré-instruction avec nous, avant le dépôt, pour que vous n'ayez pas de surprise pendant l'instruction avec les financeurs. Question intéressante, peut-être un peu théorique, mais s'il devait y avoir une contradiction entre les versions régionales des différents IDEMO, quelles règles s'appliqueraient? Alors, l'exemple qui est cité, c'est par exemple les assiettes de projet. Donc ça, non, ça fait partie du cahier des charges national, donc il n'y aura pas de cohérence entre les différentes régions par rapport à ça. Il pourrait y avoir des attentes différentes d'une région par rapport à une autre, mais dans ce cas-là, ces attentes-là vont plutôt être portées par les acteurs régionaux du consortium. Florence, Oui, c'est à peu près mon interprétation la bonne ou... Oui, c'est ça. Il y a un cahier des charges national, donc il y a une trame, donc les assiettes budgétaires, les délais, les objectifs à atteindre, la philosophie du dispositif. Il n'y aura pas de contradiction puisque ça a été validé au niveau national. Après, là où je vous disais, les régions vont intégrer leurs spécificités, c'est que, par exemple, nous, on a 4 filières d'excellence, 13 secteurs clés qui sont des priorités régionales. Et du coup, voilà, une autre région aura pas forcément les mêmes priorités. Pour avoir fait le tour des cahiers des charges des différentes régions, on n'a pas de contradiction. Enfin, j'ai pas identifié de contradiction sur les différents cahiers des charges. C'est plus des bonus, des mécanismes d'action qui peuvent être différents. Donc ça va être des mécanismes d'action financiers. En Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir l'État et la région qui interviennent en subvention. Dans d'autres régions, on peut avoir de l'avance remboursable. Notre collègue de BlueSim vous a dit qu'il avait eu de l'avance remboursable puisqu'il y a la métro de Grenoble qui est intervenue et qui, elle, intervient en subvention et en avance remboursable dans le cadre de certains projets. Voilà, ça peut être des choses comme ça qui vont faire des différences, mais pas de contradiction notable puisque c'est un cahier des charges qui est validé au niveau national avec une philosophie vraiment pour répondre à France 2030. Merci beaucoup. Une autre question également intéressante qui pose la question d'une société qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui a un contact à BPI Paris. Et apparemment, de ce que je comprends, c'est que les différents contacts régionaux se renvoient un peu la balle sur ces sujets-là. Donc, ma recommandation, ce serait d'adresser la question justement à l'adresse générique de BPI. Sachant que et pareil, hein, Florence, confirme-moi ou infirme mes dires, l'instruction des différents IDEMO régions sont pilotées depuis Paris avec une implication des chargés d'affaires innovation BPI Région. Alors, non, c'est pas tout à fait ça, Philippe. Ah, ok. C'est l'instruction est faite par les financeurs du chef de file. Donc, dans le cadre d'IDEMO régionalisé, vous avez un consortium avec un chef de file qui doit être une entreprise. Et donc, si cette entreprise est implantée, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera les partenaires d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vont piloter l'instruction. Donc, BPI étant l'opérateur, ce sera BPI qui pilotera l'instruction. Si le chef de file est à Paris, ce sera BPI Paris qui va piloter.
en associant bien sûr les autres régions. Donc, par rapport à la question, il faut savoir si l'entreprise se positionne comme chef de file. À ce moment-là, ça va décider si c'est plutôt Paris ou si c'est plutôt Auvergne-Rhône-Alpes. Le chef de file, eh bien, on aura. Donc, ce sera Oui, mais rattaché à BP. Alors, la après, la difficulté, deuxième c'est que la question, maison mère est à ouais, Paris. la deuxième question, c'est où se fait la R&D? Si la R&D se fait en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera chez nous que ce sera piloté. Donc, c'est BPI Ouais, donc c'est Auvergne-Rhône-Alpes Aura. par rapport à... Ouais, voilà. Et Donc, si vous peinez à identifier les contacts innovation de BPI local, enfin, voilà, on peut vous mettre en relation avec les directeurs des bureaux en fonction si vous êtes à Grenoble, Lyon, Clermont, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit à Florence, à moi ou peu importe, on vous fera la mise en relation. Il reste à remercier nos intervenants. Je vous remercie sincèrement pour votre participation et pour votre expertise. Merci à David de Blossim pour sa disponibilité et sa gentillesse. Le plus tôt vous nous contactez, le meilleur ce sera et pour vous et pour nous. Et le meilleur sera votre projet et donc vos chances de succès en seront que bonifiées. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de transformation des PME par l'innovation et des projets filières, toujours de France 2030 régionalisés. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.